Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du droit public en podcast. Je me présente pour les auditeurs nouveaux. Benjamin Angelard, je suis avocat, je pratique le droit public depuis maintenant 12 années et nous avons des bureaux à Paris, Lyon, Lille et Arras. Aujourd'hui, un podcast un peu exceptionnel puisque j'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer mon excellent confrère et associé Thibault Lemaître, qui est avocat. Il intervient notamment, son grand domaine d'expertise et de spécialité, c'est la compliance. Bonjour Thibault. Bonjour Benjamin. Alors, est-ce que tu veux te présenter rapidement en quelques secondes ou... Écoute, avec plaisir. Je suis avocat depuis 14 ans maintenant, au barreau de Lille, et spécialisé en droit pénal des affaires et donc en conformité, c'est-à-dire en mise en place de programmes de lutte anticorruption au sein des entités privées ou publiques. Merci. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, pour rester, comme vous le savez, dans une thématique qui est généralement et globalement abordée ici dans les podcasts, même si ça nous arrive de dévier un petit peu, mais le cœur quand même des podcasts, c'est réellement le droit public et les collectivités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais avoir vraiment pour vous l'expertise et l'expérience et les informations de Thibault, puisque on va aborder aujourd'hui la problématique de la lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales. C'est une thématique qui est extrêmement importante, qui anime maintenant le quotidien des collectivités, quelle que soit leur taille, mais c'est aussi surtout un domaine qui est très complexe, qui est très varié et qui nécessite vraiment d'avoir les clés, et c'est le but de ce podcast, les clés d'un avocat qui est réellement spécialisé dans ce domaine. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, justement, cette problématique de la lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales, j'ai une première question, Thibault. Est-ce que tu peux nous indiquer, à moi-même et aussi aux auditeurs, quel est le cadre réglementaire qui est applicable en matière de lutte anticorruption au sein des collectivités? Alors il faut rappeler que il y a une loi de 2016 qui s'appelle la loi Sapin 2, qui a introduit une série de mesures et de procédures obligatoires de prévention de la corruption et du trafic d'influence à partir du 1er juin 2017, applicables aux sociétés commerciales et aux EPIC. Alors avec des seuils, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 500 collaborateurs. Ce qu'il faut retenir pour les collectivités locales et le secteur public de manière générale, c'est que cette loi a également créé une agence qui s'appelle l'AFA, l'Agence française anticorruption, qui est donc chargée par la loi de venir contrôler les entités sur la mise en place de ce fameux programme de lutte anticorruption. L'AFA est allée plus loin que la loi puisqu'elle estime aujourd'hui que bien ses recommandations, sa doctrine administrative en quelque sorte, doit également s'appliquer aux acteurs publics et notamment aux acteurs publics locaux, puisque depuis 2017, elle estime que par analogie et que ce que la loi prévoit pour les acteurs économiques, eh bien les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs publics doivent déployer un dispositif anticorruption comportant les mêmes volets que ceux utilisés par les acteurs privés. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et donc aujourd'hui, en 2022, l'AFA publie régulièrement des notes, des notices à destination des collectivités locales et des acteurs publics de manière plus générale. D'accord. Effectivement, c'est très intéressant. C'est vrai que ça permet de voir que réellement, il y a vraiment des choses très précises qui sont très encadrantes, qui sont mises en place. Euh, Plus concrètement encore, par exemple, hein, c'est quelles sont les mesures concrètes que doivent mettre ou peuvent mettre les collectivités, mais c'est plutôt, j'ai l'impression, un cadre contraignant, c'est ça, quelles sont les démarches qu'elles doivent mettre réellement en œuvre? Oui, en fait, ce que l'AFA estime comme étant raisonnable, c'est d'appliquer tout simplement les 8 piliers de la loi Sapin 2. Alors, et c'est là où il faut dire les choses clairement, c'est difficile, moi j'anticipe un petit peu les questions qui vont se poser, mais c'est difficile parce qu'il y a 8 piliers et dans les 8 piliers, il y en a beaucoup qui sont assez difficiles à mettre en place pour des collectivités, notamment de taille plus modeste. Alors, on a quoi? On a un code de conduite, alors par exemple, qui va impliquer les questions portant sur les cadeaux d'affaires, par exemple, ou les différents avantages que l'on peut avoir dans le cadre de la passation d'un marché public. Un dispositif d'alerte interne, alors là, pour le coup, qui est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants, une cartographie des risques, notamment d'atteinte à la probité, des procédures d'évaluation des tiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tiers? C'est par exemple une entreprise qui va soumissionner à un marché public, un dispositif de formation, un régime disciplinaire, donc venir sanctionner les agents qui se rendent coupables de corruption, par exemple,
et des procédures de contrôle, alors, et effectivement qui existent déjà en partie, puisque évidemment il existe déjà des contrôles des communes par les autorités de l'État. Alors voici les 8 piliers. Une enquête a été menée très récemment par l'AFA, mettant en évidence que si ces piliers étaient déjà largement en place dans les régions, ils l'étaient partiellement dans les départements et de manière extrêmement, je dirais, faible, en tout cas. Dans les communes, c'est totalement. Environ 1,5% des communes ont mis en place ces piliers-là. Ça va de 0,2% dans les communes de moins de 10 000 habitants à 5-6% dans les grandes communes. Par contre, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans les collectivités, 80% des régions sont dotées de programmes anticorruption et environ 26% des départements. Donc on voit bien ici, et j'anticipe d'ailleurs les questions qui vont arriver, que la question des moyens est tout à fait centrale. Après, effectivement, c'est peut-être aussi parce que la région, par définition, les départements ont peut-être beaucoup plus de gros marchés à gérer avec des plus gros enjeux. Après, c'est que les collectivités. Alors, oui et non, c'est-à-dire que de manière concrète, je pense qu'il serait pas logique de dire que les régions sont plus exposées à des risques de corruption que n'importe quelle commune. D'ailleurs, je pense que on peut même carrément dire l'inverse, puisqu'on voit souvent les phénomènes de corruption publique dans des petites communes, justement sur des petits marchés où les choses ne sont pas forcément contrôlées, on n'a pas de contre-seing, il n'y a pas de personnes qui vont venir monitorer en amont ou en aval le marché. Donc j'aurais même tendance à dire l'inverse, c'est-à-dire que les communes, les petites communes avec des moyens parfois petits, sont tout à fait exposées au risque de corruption et parfois bien plus que les grandes entités publiques. Moi, j'ai souvent l'habitude de conseiller certaines petites communes ou très petites communes, et c'est vrai que ce qui commence parfois aujourd'hui à être qualifié de dérive et dont elles n'étaient pas connaissance avant. Je prends l'exemple, j'ai encore eu le cas récemment, une petite commune rurale de 1500 habitants, où le maire en fait se rend compte que ça fait des années que la secrétaire elle fait des commandes industrielles de papier et de stylo parce que tous les ans elle a une cafetière et un voyage qui était offert par l'entreprise de bureautique. Bien sûr, c'est des phénomènes de corruption privée qui existent dans n'importe quelle entité où on va avoir un accord avec le prestataire de service, avec le fournisseur. Alors c'est vrai que les collectivités sont d'autant plus susceptibles d'être atteintes par les risques de corruption, dans la mesure où on a à la fois ces risques génériques qui sont standards à l'ensemble des entreprises. Vous allez être dans une situation où certains de vos collaborateurs vont donner un marché à tel ou tel fournisseur parce qu'il donne un cadeau, il donne un voyage. Mais en plus, on a toute la problématique, tout le pan des marchés publics, et notamment les travaux publics par exemple, et qui offrent des risques accrus, clairement, sur les risques de corruption publique. C'est pour ça qu'il est étonnant quand même que le législateur ait fait le choix de rendre obligatoire la loi Sapin 2 pour des entreprises, par exemple, qui sont en B2C dans des secteurs d'activité peu soumis aux problématiques de corruption, et en même temps n'est pas rendu obligatoire la loi Sapin 2 pour la totalité des communes qui, elles, sont très exposées par le jeu des marchés publics. Oui, clairement. Alors là, effectivement, on a vu donc le cadre réglementaire, les mesures concrètes. Donc là, on y vient. Vous l'avez compris, c'est très peu en réalité de collectivités mettent en place. On a vu ça se dégrade région, département et puis collectivité. La question simple, est-ce qu'il existe des sanctions? Est-ce qu'il existe des seuils, notamment pour les petites communes pour lesquelles on peut imaginer qu'elles n'ont pas forcément des ressources utiles pour se déployer ce type de programme? Comment ça se passe? Alors, de toute façon, j'aurais dire la réponse est dans la question. Si les communes sont autant en retard, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il faut rappeler que la loi Sapin 2, à l'origine, n'a pas prévu la mise en place de ces fameux 8 piliers dont on a parlé pour les collectivités locales, et donc n'a pas prévu de sanctions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque l'AFA fait ses enquêtes, on se rend compte que l'immense majorité des communes sont très en retard. Pour autant, on l'a dit, l'AFA souhaite que ces recommandations soient appliquées par les acteurs publics, peu importe leur taille. Et là, il n'y a pas de seuil. C'est-à-dire que la plus petite des communes, dès lors qu'elle est susceptible d'engager des fonds, alors des fonds publics en plus, est susceptible d'être pris dans une opération de corruption ou de trafic d'influence. Donc, il n'y a aucune raison de mettre des seuils pour les collectivités. Donc, on voit toute l'ambivalence finalement de l'État sur le sujet, c'est-à-dire que il a permis aux collectivités de ne pas subir la sanction de la loi Sapin 2, mais en même temps, par le jeu de l'AFA,
il oblige les collectivités à se bouger sur le sujet et à mettre en place le plus vite possible un programme de conformité. Donc, s'il n'y a pas de sanction, la question c'est pourquoi est-ce que, en tant que collectivité, j'entamerais réellement cette démarche, on va dire, proactive de lutte anticorruption? Alors, indépendamment, je dirais, de la problématique morale, c'est-à-dire de se dire que finalement, en tant qu'acteur public, on a envie de faire les choses dans les règles, et donc on a envie de se prémunir d'un risque, il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de sanctions sur l'absence de programme de conformité, il y a des sanctions quand des faits de corruption, de trafic d'influence, de favoritisme ou de concussion interviennent dans une commune. Au final. Bien sûr. Et donc il faut se rappeler que quand ça arrive dans une collectivité, vous me permettrez l'expression un peu triviale, mais c'est le bordel. C'est-à-dire que ça vient ébranler la collectivité. C'est-à-dire qu'indépendamment des problématiques d'exposition à un risque, de réputation et même de moralité, on a la problématique finalement de la gestion d'une situation de crise qui peut arriver dans une collectivité. Et donc rien que pour ça, la totalité des acteurs publics ont intérêt à s'interroger. C'est-à-dire que même de mettre des choses basiques, c'est-à-dire le simple fait d'avoir mis en place une charte sur les cadeaux d'affaires, par exemple, ou de relations avec les acteurs privés, notamment des acteurs qui ont vocation à participer à un marché public, eh bien rien que ça peut paraître faible, mais c'est déjà quelque chose d'important qui permet de guider les acteurs publics et notamment les personnes qui vont participer à l'élaboration du marché public. Donc tout cela participe finalement à de la bonne gestion, que doit mettre en place normalement tout maire et tout conseil. Surtout que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Toi, tu le vois, et d'autant plus qu'aujourd'hui, le climat fait que, de toute façon, ça va avoir tendance à se savoir de plus en plus souvent. Tout à fait, et c'est vrai que les administrés le supportent plus. C'est-à-dire que je me souviens d'un procès de corruption publique dans une petite commune du nord de la France. Il y a quelques années, La Voix du Nord, qui est donc le quotidien local, était là tous les jours et n'en perdait pas une miette. Et les faits, c'était des faits, alors c'était pas des faits importants, mais c'était des faits de favoritisme, de prise illégale d'intérêt. Et le problème, c'est que les gens ne le supportent plus. Donc, et quel était le problème ici? C'est que finalement, je ne dis pas que tout le monde était des pourris, pour reprendre une expression qui aussi a sa part de trivialité, mais tout simplement des gens qui étaient soit pas formés du tout à ce que c'est qu'un acte de corruption, soit étaient extrêmement nonchalants dans la mise en place des procédures de contrôle. Et au final, on avait un procès de favoritisme avec un petit peu de prise illégale d'intérêt à droite à gauche. Les faits n'étaient pas très graves, mais ça a eu un impact, une résonance extrêmement importante localement. Et ça a été relayé par les médias. Parce que justement, on voit, hein, ça anticipe un peu sur la question suivante que je vais te poser, c'est quelles différences concrètes il y a entre un secteur privé et public dans l'application de la loi 5.2. Donc là, on va dire que c'est plus peut-être sur les aspects, plus éventuellement sur les aspects juridiques, parce qu'on a vu sur les aspects, on va dire, médiatiques, ça a quand même plus d'impact forcément quand on est sur de la sphère publique que la sphère privée. Ouais, ça c'est clair. Alors, quand les faits de corruption interviennent, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que j'aurais presque tendance à dire que tout le monde s'en fiche d'actes de corruption entre entreprises privées. Vous n'aurez même pas un entrefilet dans la presse locale. Par contre, le moindre fait de favoritisme ou de corruption publique, trafic d'influence, qui concerne un acteur local ou un acteur public, là, ça va faire les choux gras. Et il y a une différence de traitement absolument fondamentale entre les acteurs privés et les acteurs publics. Pourquoi on n'a pas la même, je dirais, la même appréhension sur les deux, en secteur privé et en secteur public sur le sujet? Eh bien, tout simplement, c'est un problème de culture. C'est-à-dire que on voit bien que les acteurs privés, notamment dans les grands groupes, ils ont été biberonnés à la compliance, ils savent ce que c'est que des procédures de contrôle interne, ils connaissent les codes de conduite, ils connaissent les cartographies, le mapping des risques. C'est clair que dans les collectivités locales, même dans les grandes collectivités, même dans les grandes communes, là ici on est à Lille, je suis pas certain qu'il y ait des spécialistes de l'anticorruption à la mairie de Lille. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que ça existe, mais en tout cas je l'apprendrai. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'éducation, au sens anglo-saxon du terme, sur le sujet de la lutte anticorruption dans les collectivités. En fait, il y a un différentiel très fort entre des gens qui sont habitués dans les entreprises, notamment les grandes entreprises du CAC, à mettre en place des dispositifs de conformité, et dans les communes ou les collectivités où on n'a pas du tout cette culture, où finalement on a une culture du contrôle a posteriori. Il ne faut pas oublier
que la compliance, c'est un contrôle a priori. Ouais, c'est l'évitement et l'anticipation des risques, quoi. Voilà, c'est les collectivités locales, les administrations sont habituées au contrôle a posteriori, soit par le juge administratif, soit par l'État, mais pas au contrôle a priori. Très peu. Le contrôle a priori qui est assumé par la collectivité elle-même. Bon, parce que finalement, c'est question qu'on soit, c'est quel bilan est-ce qu'on peut tirer l'application de la loi 5.2 dans les collectivités, pardon, même si on l'a compris, enfin, le chantier, c'est même pas qu'il est immense, c'est qu'il est titanesque. Alors, titanesque, le bilan, il est mauvais, même si la FA le dit pas comme ça, mais le bilan est mauvais parce que, à part les régions et dans une moindre mesure les départements, on peut dire que les communes, qui composent quand même l'immense majorité des acteurs publics en France, sont très très en retard. Alors pourquoi? La première raison qui est invoquée, c'est le manque de moyens, évidemment, parce que ça coûte de l'argent de faire ça. Parce que si on n'a pas les ressources internes pour le faire, ce qui est le cas dans 99% des situations, bah, il faut payer un cabinet de conseil, un cabinet d'avocats pour venir épauler. Et souvent, il y a la limite du coût ou la limite du budget. Donc on estime, alors a fortiori lorsque il n'y a pas de sanction. Là, on imagine qu'il n'y a aucune raison de le faire. Et puis, ça c'est la première raison, mais ça peut pas être que ça. La deuxième raison, c'est aussi, eh bien, je dirais la faute de l'État, qui quelque part avec la loi Sapin 2, avec ses 8 piliers, eh bien, a imposé un référentiel qui est extrêmement robuste. Et moi, en tant qu'avocat et avocat de collectivité, mais aussi d'entreprise privée, je le regrette. C'est-à-dire que on a quelque chose de pas souple du tout. C'est trop lourd, mais c'est trop rigide. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre en place le même socle pour tous, la commune de 500 habitants ou Total. Ah, c'est vrai que faire les 8 socles pour une commune de 500 habitants. Mettre en place une cartographie des risques, un mapping de la lutte anticorruption, une commune dans un village de 1500 ou une commune de 1500 habitants. Mais quelle chance ça? C'est-à-dire, il faut faire passer un expert. Surtout quand on sait qu'il y a 35 000 communes en France. Voilà. Il y a plus de communes en France que dans toute l'Europe. C'est quelque chose qui est pas du tout adapté, quoi. C'est pas flexible. Bien sûr. Et finalement, ce qui se passe dans la vie de manière générale, c'est quand les gens n'arrivent pas à faire, bah, ils font pas. C'est-à-dire qu'ils font pas un peu, ils font pas du tout. Ils laissent de côté le sujet, puis, ça les gonfle. Voilà. Advienne que pourra. C'est nul parce qu'en réalité, il aurait fallu mettre en place des procédures beaucoup plus flexibles, c'est-à-dire d'imposer à Total, à Capgemini, au CAC 40, les 8 piliers de manière dure, parce que eux, ils ont une team de 50 personnes pour le faire, et puis permettre aux acteurs privés qui sont juste au seuil ou aux acteurs publics qui sont indépendamment des seuils concernés quand même par la corruption au quotidien, eh bien des piliers allégés. Par exemple, pour moi, ce qui est indispensable, c'est la formation des agents publics. Pour moi, ce qui est indispensable, c'est une charte à respecter dans la conduite d'un marché public ou une charte sur les cadeaux d'affaires. Je suis pas convaincu qu'il soit indispensable d'éditer une cartographie des risques extrêmement précise, sujet par sujet, dans des communes de taille intermédiaire. Je pense qu'on peut s'affranchir de cette étape-là. S'il y a déjà un code et des formations, c'est déjà pas mal. Peut-être mettre l'accent sur la sensibilité. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup de l'accent sur mais il y a même un parcours obligatoire au sein des collectivités sur tout ce qui est sensibilisation, au harcèlement, violence morale et sexuelle. Ça pourrait être très bien là un parcours sensibilisation enfin, entre guillemets aux droits des affaires et aux risques des affaires, quoi. Voilà, c'est ça, et on fait pareil avec la probité, c'est-à-dire que le plus important, c'est que les gens connaissent ce que c'est qu'une prise illégale d'intérêt, ce qui est quand même pas des choses évidentes. Un trafic d'influence, c'est pas évident comme notion. Du favoritisme, même si là, c'est une notion déjà un peu plus connue, que les gens déjà comprennent bien ce que c'est et les risques associés. Voilà. Donc ça, c'est le plus important, en tout cas, aujourd'hui. C'est vraiment de sensibiliser, de donner une éducation, finalement, aux gens qui travaillent dans les collectivités sur ces sujets fondamentaux, indépendamment, finalement, de la mise en place des 8 piliers Sapin 2. Bon, du coup, c'est vrai que ça répond un peu à ma dernière question, c'était comment organiser en pratique la lutte contre la corruption au sein d'une collectivité. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment le travail en fait, là, c'est quasiment un travail je ne vais pas dire qu'on part de zéro, mais il faut poser les bases, quoi. Bah, je pense qu'il faut vraiment mettre les collectivités en deux catégories, celles qui sont quand même bien staffées, et dans ce cas-là, pour elles, je pense que la bonne recommandation, c'est de dire, bah, prenez les 8 piliers de l'AFA et déployez dans votre collectivité les 8 piliers. Et pour celles qui estiment ne pas avoir les ressources ou les moyens financiers de mettre en place ça, je pense que la bonne solution, eh bien, effectivement, c'est de venir choisir dans les 8 piliers ceux qui finalement vont avoir un impact le plus évident, le plus décisif, le plus pertinent sur la lutte anticorruption. Moi, clairement, je conseillerais effectivement de se doter
d'un code interne, de bonnes pratiques, et puis de former les agents qui sont concernés au premier chef. Après, évidemment, rien n'interdit de venir déployer les 8, mais je pense que agir sur l'éducation, la sensibilisation, c'est peut-être le plus important pour les agents publics. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on part de très loin. Alors, j'ajoute d'ailleurs que dans la dernière enquête de l'AFA, ce qui avait été mis en évidence, c'est que le sujet sur lequel les communes, y compris les plus petites, étaient le plus avancées, c'était justement une charte de bonne conduite des agents. Parce qu'évidemment, c'est peut-être le plus simple à réaliser et le plus simple à déployer. Évidemment, une cartographie des risques et pire encore, une évaluation des tiers qui est là pour le coup une procédure assez lourde à déployer. Mais généralement, on n'avait rien du tout. C'est pas possible. Non, il n'y avait rien. Voilà. Ok, bah écoute, merci Thibaut, c'était super intéressant effectivement, tous ces éléments sur la lutte contre la corruption dans les collectivités. Bon, vous l'avez vu, il y a énormément de choses à aborder. Le but ici de cet échange avec Thibaut, c'était vraiment d'attirer votre attention sur ces problématiques, de voir qu'il y a énormément de choses à mettre en place. Le but, comme vous le savez, pour les auditeurs réguliers, c'est un podcast de 20 minutes, donc c'est vraiment de synthétiser des problématiques juridiques qui parfois sont assez complexes ou particulièrement larges. Donc ici, on a synthétisé, et Thibaut, je te remercie vraiment pour l'éclairage que tu as pu apporter. Comme vous le savez, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais aussi et surtout, bien entendu, c'est fait pour ça, si vous avez des questions en tant qu'élu, ou simplement en tant qu'agent, ou en tant que actif dans les collectivités territoriales sur ces problématiques, n'hésitez pas à contacter Thibaut, puisque je vais mettre forcément, comme d'habitude, dans la description de ce podcast, les coordonnées de mon associé Thibaut Lemaître, qui pourra répondre à vos questions avec le cabinet Austen. Merci beaucoup et Thibaut, merci. Merci beaucoup, Benjamin. Au revoir.